Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Média. Vous regardez L'œil de Moumou, votre émission hebdomadaire avec Mourad Guichard qui ausculte chaque semaine nos grands médias et vous en livre les dérives, les dérapages et quelquefois, c'est rare, les accomplissements. Ce programme, on le rappelle, n'existe que grâce à vous, alors soutenez la riposte. C'est le nom de notre campagne citoyenne qui vise à bâtir une chaîne d'information populaire et indépendante sur les réseaux sociaux, mais aussi peut-être sur la TNT francilienne. Alors, rejoignez-nous, ça se passe dès maintenant sur campagne.lemediatv.fr et n'oubliez pas, si vous voulez nous voir sur la TNT francilienne, il faut signer la pétition sur tntdesindés.fr. C'est parti pour l'œil de Moumou et aujourd'hui, vous allez le voir, on a un invité. Bonjour Moumou. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi chère Amira. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Alors je le disais en générique, on a un invité aujourd'hui, Pierre Millet-Belando, tu es journaliste, bonjour. Absolument, bonjour. Alors tu as écrit un livre sur les désillusions du métier, en gros ce qui nous a amené, ce qui nous a donné envie de faire ce magnifique job et ce qui finalement nous a parfois écœurés. En tout cas tu as écrit un bouquin, un très bon bouquin sur le sujet, ça s'appelle La Fabrique des News et on va en parler dans quelques instants. Moumou, avant de commencer par les tops et les flops de la semaine que tu nous as gentiment préparés, on va commencer par ton préambule. Oui, comme d'habitude, la tradition, ça a du bon. On me pose régulièrement la question de savoir de quoi vivent tous les parasites des plateaux télé. Alors évidemment, ils vivent de leur cachet, mais pas que. Et c'est pas une finalité donc pour ces artistes, notamment je pense aux gens du Printemps républicain. Et là, les profs sont vent debout en ce moment sur les réseaux sociaux. Enfin, les profs de gauche. Enfin, les profs. Non, je plaisante. Pas tous de gauche. Ils sont vent debout parce que il se passe des choses au niveau de la MGEN, donc la fameuse mutuelle générale de l'éducation nationale, et qui a remporté un marché, alors que ça se discute apparemment, le marché en fait de la mutuelle qui sera celle bientôt de tous les enseignants, de tout le corps enseignant, ainsi que la culture, puisque la MGEN recouvre également les milieux culturels. Et ils sont tombés, alors je pense qu'ils sont tombés par hasard sur un colloque qui a eu lieu il y a quelques semaines, ou quelques mois même, qui va réunir, alors ça parle de laïcité, bon, admettons que la MGEN soit intéressée par les questions de laïcité, mais enfin, qui on retrouve autour de la table? On retrouve Enthoven, comme par hasard, Tristan Banon, on retrouve Roder, enfin bon, tous les gens du Printemps républicain. Et puis, on se pose la question de qui est le patron de la MGEN. Et en l'occurrence, il s'agit d'un certain monsieur Savignac. Et monsieur Savignac, qu'est-ce qu'il faisait au mois d'août? Il était en Italie. Il se mariait avec qui? Avec Marlène Schiappa, la copine du Printemps républicain et créatrice du Fonds Marianne, dans lequel tout le monde a pompé allègrement de la thune sur ce pauvre professeur assassiné, Samuel Paty. Donc on se demande le choix pertinent ou pas de ces personnes, est-ce que ce ne serait pas un peu du copinage, sachant que par exemple Tristan Banon, donc on voit à l'écran une capture de ce fameux colloque. Tristan Banon, qu'est-ce qu'elle a comme expertise sur les questions de laïcité? Moi, si demain je vais faire quelque chose sur la laïcité, évidemment que j'appelle des gens comme Nicolas Cadenne, Jean-Louis Bianco, enfin des gens un peu sérieux sur ces questions-là. Oui. Elle n'a aucun... J'ai repris sa bio et son CV. Rien ne justifie qu'elle participe à cette table ronde. Ont-ils été payés ou pas? On laisse la question en suspens. Et ça renvoie, d'ailleurs, vers autre chose, une autre entité qui est la région Île-de-France, présidée par Valérie Pécresse. Et là, on trouve un responsable laïcité qui s'appelle Amin El Khatmi. Tiens donc, l'ancien président du Printemps républicain passé à l'extrême droite. Enfin bon, en même temps, quand tu es au Printemps républicain, tu n'es pas très loin. Et lui, donc, va pareil, avec un CV complètement vide sur les questions de laïcité, va se retrouver à organiser aussi des tables rondes. On retrouve qui autour de la table? On dirait qu'on l'a déplacé de la tour Montparnasse, pas la tour Montparnasse, du quartier Montparnasse où est la MGEN, direction Saint-Ouen. Et là, on va retrouver, donc là où est la région Île-de-France, on va retrouver Enthoven,
Chalmani, donc on a vu ici ses bourdes et ses approximations. On va retrouver Soliman, vous savez, le fameux journaliste écrivain qui a sorti un bouquin à charge complet contre les filles, antisémites, machin, pro-Hamas et compagnie. Et on retrouve Rachel Kahn. Mais Rachel Kahn et la laïcité, non mais sans déconner, faut être un petit peu sérieux. Et on retrouve Frédéric Dabi, tiens non, de l'IFOP. C'est marrant quand même qu'on le retrouve un peu partout, y compris, on connaît ses accointances par exemple avec le CRIF qui n'est pas franchement à gauche. On retrouve Guedj évidemment, Blanquer également. Et Philippe Val, quand même, le chroniqueur d'extrême droite d'Europe 1, qui se retrouve à parler laïcité, je trouve ça Alors, tous bons, assez vous cosmique. animez des tables rondes, c'est ça, sur la laïcité? Oui, sur la laïcité. Et donc, ils se sont tous proclamés. Mais surtout, c'est les copains et les copines. Donc, c'est Marlène Schiappa avec son mari, Savignac, qui va inviter ces personnes-là. Et puis, de l'autre côté, vous avez Amin El Khatmi, l'ancien du Printemps républicain, qui va inviter ses petits copains. Tout ça aux frais de la princesse. Je trouve ça un tout petit peu gênant. Et je comprends la colère des profs, qu'ils soient de gauche ou pas. L'autre préambule, je l'adresse à Hakim Omiri. J'avais parlé de lui avec son super sketch sur Caroline Fourest. Sauf que pour des raisons de consanguinité, ça je parle de moi, j'avais dit que il faisait partie de l'équipe de Guillaume Meurice, oui. Donc de la dernière sur Radio Nova. En fait, non, il a sa propre émission qui est excellente en plus. Et effectivement, c'était extrait de La Riposte. Donc sa propre émission. À propos de La Riposte, on a parlé de La Riposte. Nous aussi, on a La Riposte. N'oubliez pas de nous soutenir d'ailleurs. Un petit coup de pub gratos. Voilà, c'était tout pour mes préambules. Ok, c'est le moment de passer au top de Moumou. C'est parti. Alors, Moumou, on va passer à ton premier top. Il est attribué à Éric Tegner et il s'appelle Top Crash en plein vol. Ah oui, c'est en plein vol complet. Tu l'as bien prononcé. Bravo, Amira. Ouais, je vois que tu as travaillé tu me l'as dit, pendant le week-end. Ouais, tu as bien bossé. Non, parce qu'il mérite quand même qu'on prononce bien son nom, Éric Tegner. Il a d'ailleurs été récemment condamné pour injure raciale. Hein. Je le précise, c'est marrant. Hein. Ils ont une habitude vraiment. Je pense qu'ils doivent avoir un matelas, tu sais, près de la 17e chambre correctionnelle. Il a littéralement lâché la rampe. Il a inventé un titre de bouquin, mais alors. Ça tombe mal, on va écouter l'extrait. Écoutez bien les 3 noms qu'il va prononcer. Une des raisons pour lesquelles aujourd'hui souvent les gens se disent je ne vais pas commencer à faire une famille nombreuse, c'est qu'ils savent qu'ils vont avoir une seule maison, peut-être 2, et que de toute façon elle va se faire taxer. C'est-à-dire que cette transmission c'est un problème. Mais juste pour comprendre, pour expliquer qui est Yael Braun-Pivet, cette dame-là, c'est vraiment la finition du macronisme. Macron, c'est quoi? C'est le mariage d'Alain Minc, l'argent roi, et Jacques Attali, l'homme nomade. C'est-à-dire que... Alain Minc qui dit maintenant que Emmanuel Macron est le pire président de la 5e. C'est lui qui l'a en partie créé. Ce que je veux dire, c'est qu'Emmanuel Macron, il s'est construit en 2017 sur la notion de la mobilité. C'est-à-dire que l'enracinement, pour lui, ça ne lui parle pas. Ce sont des gens qui naissent, qui vivent et qui dorment dans un aéroport et ils n'arrivent pas à concevoir que la majorité des Français aujourd'hui, ils sont enracinés sur des territoires et parfois depuis des siècles. Alors, on va laisser de côté le fait que tous ces gens se retrouvent à l'aéroport. Je vais être sympa avec lui. C'est peut-être un hommage au film La Cité de la Peur. La Cité de la Peur. C'est peut-être ça, l'aéroport de Nice. Alors, on va laisser ça de côté. Simplement, vous avez Yael Braun-Pivet qui est, pour le coup, qui a hurlé au charron sur les réseaux sociaux en disant que c'était clairement antisémite. Alors moi, je peux estimer que c'est pas parce qu'on cite Attali, Minc et Braun-Pivet qu'on est forcément antisémite. Sinon, c'est comme je le dis souvent, ça revient à essentialiser les personnes par rapport à leur culture ou religion présumée. Je trouve ça un peu bizarre, un peu douteux, voire même pointer du doigt le fait qu'ils sont juifs. On s'en fout, c'est pas la question. Sauf qu'il va parler d'un bouquin qui s'appelle L'argent fou, sauf que lui va l'appeler l'argent roi. Et quand on lit du verbe lier les 3 patronymes avec l'argent roi, là, ça pose un petit problème. Donc, mon petit père, je suis désolé, Eric, hein, j'aurais vraiment, mon frérot, aimé lancer une pétition, te soutenir. Là, ça ne va pas être possible. Hein, ce sera pour la prochaine fois. C'est con parce que tu as fait pas mal d'efforts anti-arabes en disant que tu étais pro-israélien à mort. Et là, paf, d'où le titre Crash en plein vol. Et on va passer au deuxième top et celui-là, je l'aime bien. Hein. Top Mon Cochon, vous l'avez bien compris, hein, il est décerné à meilleur Habib. Ah, le meilleur d'entre nous. Top Mon Cochon. En plus, tout est bon dans le cochon. Je ne comprends pas qu'ils le prennent si mal que ça. Vous allez voir un extrait là, d'un de ses récents passages, parce qu'il y a
une histoire judiciaire en cours. L'un de ses récents passages, on devine qu'il a moyennement goûté la comparaison qu'avait fait David Guiraud avec ce charmant animal. D'ailleurs, je précise, je l'avais dit ici, que j'adore les petits cochons. C'est super marrant, c'est super intelligent, c'est vivace. Enfin, voilà. Donc cet animal, la comparaison, alors il y a le cochon, il y a le porc, et puis il y a le phacochère, ce qui revient visiblement assez régulièrement, et je confirme que sur les réseaux sociaux, c'est souvent comme ça qu'on l'appelle. Je vous laisse écouter. Jeudi, vous allez vous retrouver devant le tribunal pour une affaire, nos téléspectateurs s'en souviennent, qui vous oppose à David Guiraud, et je sais que ça fait longtemps que vous attendez que justice soit rendue sur ce sujet. Ouais, beaucoup de gens m'interpellent. Ça a été un des moments les plus durs de ma vie parce que je n'ai pas pu répondre. Pas physiquement comme j'en avais envie, je vous le cache pas. Je m'étais très fait, vous vous en rappelez, de porc, de cochon à 3 reprises par Guiraud, après qu'ils aient brandi pour la première fois au sein de l'hémicycle un drapeau palestinien. Et c'était un moment très dur pour moi. Et ma vie depuis a changé. C'est-à-dire que c'était une insulte antisémite répétée à 3 reprises. Et depuis, vous le savez sans doute, sur les réseaux, on n'arrête pas de me traiter de cochon. On a hurlé mon nom dans des manifestations pro-palestiniennes. Meyer Habib est un cochon. Je suis un garçon extrêmement fort. Ça ne me change rien à ma détermination. Alors, sans faire d'antispécisme militant, c'est un petit clin d'œil à Émeric Caron, je trouve qu'il n'y a pas de honte à être comparé à un cochon. Et alors, je vous rappelle déjà qu'à l'époque, en plus, à l'époque, quand David Guiraud avait proféré cette comparaison, qui était justifiée à mon goût, il avait parlé d'antisémitisme. Il avait dû ressortir un truc du Moyen-Âge où on comparait les Juifs à des cochons. Enfin, je n'avais jamais entendu parler de ça. Vous savez, c'est un peu comme le campement. Ils sont allés camper à Tel Aviv, les camps, le campement, le machin. Enfin, tout est antisémite, ça devient un peu gonflant. Il faut toujours trouver un prétexte. Et d'ailleurs, le procès, c'est jeudi. Et oui, nous enregistrons ce mardi, c'est diffusé mercredi soir. Donc, on en parlera certainement la semaine prochaine. Tendez l'oreille. Alors, ton prochain top, il porte très bien son nom, Top Méritocratie, bien évidemment. Ah, c'est génial. Alors, c'est la Tribune dimanche. Ils sont vraiment très bons. Ils vont faire une, alors je vous laisse regarder, sur une jeune femme qui s'appelle Delphine, la petite Delphine, je le dis affectueusement, une jeune femme qui s'appelle Delphine et qui vient de prendre la tête de Dior. Et qu'est-ce qu'elle dit? Regardez bien, elle dit que pour elle, c'est une chance. Donc, la méritocratie, quoi. Elle a vraiment eu du bol. Je pense qu'elle a croisé les bonnes personnes au bon moment pour obtenir cette place. Je pense, j'espère, mériter. Il faut, les enfants, travailler dur, quel que soit votre milieu d'origine, travailler dur, et peut-être qu'un jour, vous aussi, vous aurez la direction de Dior, la direction de la prestigieuse entreprise de luxe Dior. En tout cas, c'est ce que je fais, j'attends toujours. Mais tu n'as peut-être pas le bon patronyme, ceci dit. J'en ai 2. Oui, c'est vrai. Mais bon, on verra. Et on va passer au top crétin, idiot, salaud. Et Moumou, tu vas nous parler de Golnadel et Drey. Ensemble, sur un plateau télé, c'est super. Alors, attention, ça ne s'adresse pas forcément à eux. C'est le top crétin, idiot, salaud. Simplement, quand on est alors, c'est marrant parce que c'est un face-à-face, a priori, entre Drey et Golnadel, donc le fameux avocat repris de justice. Moi, je l'aime bien, Golnadel, en fait. Je crois que je devrais faire une spéciale sur lui parce que je l'aime bien. Il démarre. Ouais. Il est attachant. Il démarre toujours ses phrases pareillement. C'est-à-dire qu'il est toujours, pardon de vous le dire, mais l'esclavage arabo-musulman, personne n'en parle. Pourquoi Madame Najat Vallaud-Belkacem n'en parle-t-elle pas? Je ne voudrais pas faire complotisme. Voilà. Bon, je le fais bien, presque aussi bien que Lévy. Ouais, mais j'en suis à la 3e imitation officielle. Le spectacle, ça va tourner, mais faut que je trouve un producteur quand même qui veuille bien le financer. Là, ils vont à court d'arguments complets, absolus et total. Ils vont se lâcher tous les deux. Mais alors, on n'est même plus dans le bar du commerce ou le bar des sports. On est ailleurs. Je sais pas. Je vous laisse écouter. Mais il faut voir, bien entendu, que ce sont des crétins et des idiots que je rêverais. C'est pas des crétins, des idiots, c'est pire. À la limite, j'ai préféré que ce soit des crétins, des idiots. Et des salauds, fous. Je vous donne même salauds que je Non, c'est même pas ça. Que je rêverais en prison. Mais j'affirme malgré tout que ces gens-là baignent depuis 2 ans ça, c'est autre chose. Dans un bain de grands mensonges. Où on a repris, où les médias n'ont même pas voulu dire que le Hamas était terroriste. Oui, mais ils sont pas. Je suis d'accord avec vous. Ils sont pas. Mais c'est pas des imbéciles au sens où. Non. 30 secondes, si vous me permettez. Non, mais laissez-moi finir. Oui, mais vous avez été long. Non.
Mais Alors, Pierre, comment en arrive-t-on à... Voilà, c'est quasiment du genre de la Tourette. Voilà, comment on peut traiter comme ça les gens de crétins, d'idiots, de salauds sur un plateau en toute tranquillité et que ce soit le seul argument valable pour ces chroniqueurs. Il y a 2 problématiques. La première, c'est que l'info en continu doit meubler. Donc là, on place 2 personnes à la langue bien pendue qui vont tous les deux faire leur petit cirque et qui vont prolonger la discussion avec des arguments aussi intéressants que ceux que tu viens de dénoncer. Et puis après, on est sur CNews. Et donc là, en effet, il y a plus de contradiction, il n'y a plus rien. Et c'est ce qu'on appelle de la roue libre totale, quoi. Mais est-ce que d'après toi, je te laisserai si tu souhaites poser une question sur ça, parce que c'est le cœur du problème. Est-ce que tu penses que c'est volontaire ? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que les gens qui vont booker ces 2 gugus, là, Golnadel et Drey, savent qu'ils vont produire de la merde, qu'ils vont faire de la tautologie, qu'ils n'ont aucune base, aucune connaissance des sujets dont ils vont parler ? Est-ce qu'ils en sont, d'après la connaissance que tu as du métier, est-ce qu'ils en sont conscients ? Est-ce qu'ils se disent, bon allez, on va faire le cirque, on va organiser le cirque, comme tu dis ? Pareil, en fait, CNews, compliqué de dire les choses pour toutes les chaînes d'infos en continu, mais CNews en tout cas, de toute façon, a un message politique à faire passer, donc le casting va se faire comme ça. Et ce dont ils ont surtout besoin, c'est de gens, en effet, qui sont là, qui vont pas hésiter une seule seconde quand ils font une phrase, qui vont avoir la bonne attitude avec la bonne attitude physique aussi, qui passe bien en plateau, et puis ils peuvent tenir l'antenne tous les deux avec leur truc. Et en fait, il n'y a aucun autre objectif que ça. C'est politique dans un premier temps, et ensuite c'est meubler une journée d'actu, un débat, un éternel débat rance, avec toujours les mêmes thématiques, celles que chérit CNews, quoi. Mais par exemple, sur l'histoire des vols de bijoux, alors qu'on ne sait toujours rien, ils arrivent à tenir des plombes et des plombes avec en plus des suppositions. À chaque fois, ils disent l'enquête nous le dira. Si tu ne sais pas, tu te tais. Oui, mais là, tu raisonnes comme un bon journaliste. Je me suis encore fait avoir. Le truc, c'est que c'est toujours le même problème. C'est qu'il faut que les gens restent et il faut que ça puisse durer toute la journée. Donc, en fait, qui a fait ce vol de bijoux ? Comment ça s'est passé ? C'est une sorte de teasing géant, en fait. Il faut donner envie aux gens de regarder. C'est à l'américaine, quoi. C'est du storytelling. Donc, la moindre des petites révélations. J'ai l'impression, par exemple, qu'une édition spéciale, il y a 15 ans, ça se méritait un peu plus qu'aujourd'hui. Le moindre sursaut d'actualité ou quoi que ce soit sur cette histoire de vol de bijoux va donner lieu à... Vous avez vu l'édition spéciale du chemin de chez Sarkozy à la prison, quand même ? Ah oui. Ça a duré des heures, il est en train de sortir de chez lui, il va y aller... On en a parlé la semaine dernière, je crois, avec l'exaltation d'une des journalistes qui était complètement... Mais les gens regardent aussi. C'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, c'est un truc qui a son public, et en fait, on se retrouve avec des gens qui vont être là, avoir un repris de justice, sortir de chez lui comme Jean Moulin pour aller en prison, et en fait les gens vont regarder. Donc il est là un peu le drame aussi, c'est que mine de rien il y a une demande et des gens qui regardent et qui tout en étant très critiques sur ce qui se passe, et ils regardent. Donc le vol de bijoux, on est au Louvre, c'est un lieu un peu exceptionnel, c'est une histoire un peu folle. Et on y va, on n'en sait rien, mais surtout on a une antenne à tenir, et on en parlera plus tard, mais la seule crainte qu'ont ces médias-là, c'est que les gens zappent et aillent ailleurs, quoi. Oui, c'est vrai. Donc, c'est comme si un poisson retirait l'hameçon de sa bouche, et puis il allait voir un autre hameçon, il faut qu'il reste sur notre hameçon. Donc voilà. Alors, belle métaphore. Puisqu'on parle des bijoux, je voudrais juste faire un petit coucou à nos amis, un coucou confraternel et puis un coup de chapeau. Non, pas du tout. C'est pas elle. On l'avait dit la semaine dernière que c'était pas elle. À nos amis d'Agi+, qui s'appelle Sans Filtre, sur Agi+, qui fait généralement un travail assez conséquent, un travail journalistique pour le coup, et qui ont pris cette histoire de bijoux justement par le bon bout, et c'est Zazem qui a expliqué. Alors, je vous laisse aller voir sur les réseaux sociaux, qui explique la provenance des fameux bijoux, des couronnes qui en fait sont le fruit plutôt d'un pillage dans des pays étrangers, notamment en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, et qui n'a rien de franco-français avec la main sur le cœur, comme le disait Chalençon en chialant l'autre fois, et comme le disent les autres sur les plateaux télé, sur les chaînes bolorisées. Donc je trouve que c'est bien de remettre les choses à leur place, et puis ça c'est pour le coup véritablement du journalisme.
On va passer à ton top Godwin. Oui, alors ça vient du nom du fameux point Godwin. Alors je précise pour les gens qui ne seraient pas au courant, le point Godwin, c'est quand vous êtes à court d'arguments et que très rapidement vous allez mettre Hitler ou les nazis sur la table pour argumenter un peu comme crétin, idiot, salaud d'ailleurs. Hein. Il y a pas très loin. Et là, c'est Philippe Brun, donc, qui est député socialiste et qui va se retrouver chez notre ami Aziza. Il y a longtemps qu'on n'a pas parlé d'Aziza. Oui, c'est vrai. Il m'a manqué. Il va se retrouver là-bas et il va faire donc une comparaison Godwin à propos de la France insoumise. Je vous laisse écouter. Ce sont des arguments historiques que je qualifierais de douteux, voire de fallacieux. Tout à fait. Je vous laisse écouter. LFI a aujourd'hui le même fonctionnement que le PKD. Vous savez, c'est le parti communiste, le KPD, pardon, le parti communiste allemand dans les années 30. C'est une secte, quoi. Non, c'est pas une secte. C'est KPD en Allemagne venait briser l'unité qui se faisait par la base entre les militants de gauche contre la montée de l'extrême droite. LFI fonctionne comme le KPD. Donc aujourd'hui, l'ennemi, c'est le socialiste. Ça a amené la victoire d'Hitler en Allemagne. Ils font exactement la même chose. Bon, comparer LFI avec le Parti communiste allemand des années 30, pourquoi pas? C'est complètement débile. Il suffit simplement d'aller voir ce qu'était le Parti communiste dans ces années-là. Ensuite, attribuer au Parti communiste allemand l'arrivée au pouvoir d'Hitler, c'est complètement stupide, d'autant qu'Hitler n'a pas été élu, je le rappelle quand même. Et puis, surtout, dire que LFI serait une espèce de marchepied pour le Rassemblement national, mon petit Philippe Brun, j'aimerais juste te montrer une photo et que tu m'expliques pourquoi elle a été prise. C'est pas une photo volée. Je vous laisse regarder. Qui on trouve là? On trouve Christine Kelly, qui est quand même l'une des égéries du groupe Bolloré, on en parlera peut-être tout à l'heure, et qui, hormis son côté légèrement illuminé, est quand même celle qui a fait assurer le service avant-vente et puis le service après-vente de Zemmour, qu'on ne peut pas qualifier de quelqu'un d'extrême gauchiste. Donc, avant de donner des leçons, mon petit Philippe, essaye de balayer devant ta porte. Bah justement, balayer, on passe à ton dernier top qui s'appelle... Oh là, c'était un volontaire. Ah non, c'est pas, c'était un volontaire. Comment j'ai fait ça, moi? Transition Formidable. géniale. C'est ton top petit balai. Eh oui. Alors, c'est un grand reporter. Là, ça va être respect total, Pierre. C'est un grand reporter. Il s'appelle Florian Tardif. Il travaille pour Paris Match. Et il va nous raconter les dessous, nous dévoiler les dessous de l'incarcération de Nicolas Sarkozy. Il va le rencontrer juste avant. Et là, on va avoir des confidences qui vont dépasser l'entendement. Je vous laisse écouter. Et à un moment donné, on a abordé ce qu'il a dû faire en amont de son incarcération. Et il nous a dit, avec une pointe d'ironie, je dois le dire, qu'il avait acheté un petit balai parce qu'il souhaitait que sa cellule soit propre, que lui, il était rangé, qu'il ne comptait pas, y compris en prison, déroger à cette règle-là, qu'il avait cantiné, c'est un jargon de la pénitentiaire, c'est-à-dire qu'on a bien évidemment plusieurs repas par jour lorsque l'on est détenu, mais on peut améliorer d'une certaine manière, j'oserais dire, son quotidien. Le mot est peut-être un peu large pour ce qu'il recouvre, mais voilà, on peut acheter de la nourriture supplémentaire sur une liste. Il a continué à acheter du thon en boîte, il a acheté des yaourts. Mais c'est vrai qu'il a compris que ça allait être compliqué. On en a assez peu parlé. Il a eu néanmoins, il a utilisé ce terme-là néanmoins durant notre entretien. Il a dit on essaye de me dégrader. Alors, on ne sait pas si le petit balai servait à nettoyer le yaourt tombé à terre. Alors, je ne vous conseille pas. Oui. Là, on est sur la plume dans la plaie, quand même. Là, c'est... On n'est pas loin de la fabrique des news, quand même, et d'Albert Londres, effectivement, qui est le fil conducteur. On en reparlera tout à l'heure. Mais oui, on n'est pas loin de ça du tout. Alors, ce qui m'a fait vraiment marrer... ce qui me fait pas rire, c'est que ça se passe sur France Info une nouvelle fois. Donc, qu'est-ce qu'on a à inviter un mec comme ça qui vient raconter des conneries pareilles? Il faut... Je me répète, mais il faut meubler. Oui, mais je veux dire, le service public devrait normalement ne pas s'autoriser à ce genre de conneries, à ce genre de dérapage, parce que là, on est sur quelque chose de complètement insignifiant, et en plus, ça rapproche, c'est ce qu'on appelle la politisation, enfin, on l'appelle comme on veut, mais on est en train de sombrer dans quelque chose de grotesque qui ne peut pas être diffusé sur le service public, me semble-t-il, sur un sujet comme celui-ci. Et on n'apprend rien du tout. Mais surtout, je me suis amusé, moi, de voir que Florian Tardif avait sur son bandeau Twitter les hommes du président. Je veux dire, c'est l'antithèse. Lui cire les pompes à Sarkozy, ancien président,
Et il se glorifie d'un bandeau des hommes du président qu'on fait tomber, pour aller vite, Nixon dans l'affaire du Watergate. Donc je veux dire, si vraiment il était attaché à une presse d'investigation, à une presse irrévérencieuse, à un réel quatrième pouvoir, je pense qu'il ne sortirait pas ce genre d'ânerie. Et c'était ton dernier top, Moumou. C'est le moment de passer au flop de la semaine. Et c'est le flop pas antisémite, attention, hein, je dis bien antisémixte. Oui, antisémixte, parce que je prends le verbiage à la con des plateaux de télé quand ils disent antisémixte, tellement ils sont énervés, mais très souvent ça arrive, hein, on entend antisémixte. Alors, il en restait un personnage politique sur la scène mondiale, un seul, qui n'était pas antisémixte. Mais malheureusement, il vient de tomber au champ d'honneur. C'est le Premier ministre australien. Alors, je vous laisse regarder ce truc de Tapiro. Il l'accuse d'être anti... Alors, c'est incroyable. Hein. Il part du Burkina Faso pour remonter en Finlande. Il passe par l'Argentine pour finalement arriver rue du Bac à Paris. Ils font un détour complet pour prouver qu'on est tous antisémites. Tous. Et là, c'est un t-shirt de Joy Division, alors, qui va devenir, par la suite, c'est un groupe de New Wave des années 80 qui va devenir New Order, et Joy Division, c'est connu comme Joy Division. Je veux dire, vous voyez, il y a un moment, on doit décoller les choses. Par exemple, le Crédit Lyonnais, c'est le Crédit Lyonnais, c'est une banque. Par exemple, il faut que je cite la BNP, je crois, et la Banque Postale. Oui, il y en a trois. Ouais, c'est ça. Mais le Crédit Lyonnais, par exemple, c'est pas le Crédit de Lyon. Oui, c'est pas, on situe pas le Crédit Lyonnais à Lyon. Alors là, c'est pareil. Joy Division, c'est pas la division joie des prostituées dont parle Tapiro dans son tweet, des prostituées, en l'occurrence, non, des femmes qu'on oblige à des rapports sexuels parce que qui sont juives et que donc c'est antisémite. C'est complètement stupide. Mais pour les gens, c'est un groupe de musique. Bah, évidemment que c'est un groupe de musique. Et moi, je trouve qu'un Premier ministre d'un grand pays comme l'Australie qui arbore un t-shirt d'un groupe des années 80, c'est plutôt rigolo, à la place du costard-cravate habituel. Donc je trouve ça un peu bizarre. La place des mots, du verbiage, tout ça, là, le fait de transformer comme ça les choses, de faire passer Joy Division pour un truc antisémite, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as découvert récemment ou c'est quelque chose qui a toujours tourné, d'après toi, dans les rédactions Est-ce que tu as je pense que depuis le 7 octobre, c'est notamment sur la question de l'antisémitisme, c'est décuplé 3000, mais je pense aussi qu'il y a pas mal de gens de la communauté juive qui réalisent aussi que l'antisémitisme est brandi à droite, à gauche. Là c'est presque fou comme lien qui est établi, mais l'usage des mots et leur sens depuis le 7 octobre est particulièrement tronqué sur ces questions-là, en tout cas. Merci. Ça se ressent. Et là, il y a le flop. Celui-là, il m'a particulièrement énervé. C'est le flop invitation. Tu veux nous parler de Zemmour qui parle. Hein, il adore parler de ce pays, l'Algérie. Oui, alors pourquoi un flop invitation ? Parce que pourquoi on l'invite, ce gars-là ? En plus, ça se passe sur le service public. Pour qu'il crache la haine des Algériens ? Oui, mais enfin, c'est rebelote que ça se passe sur CNews ou I24 News ou chez Frontières, chez les nazillons de Frontières. Pourquoi pas ? C'est leur taf, quoi. Je veux dire, leur taf militant. Là, ça m'interroge parce qu'il ne représente rien, il n'est pas élu. Je ne comprends pas et on sait très bien que quand il va venir, il va déverser sa haine des Arabes ou des Noirs, hein, ce pourquoi il a été condamné à plusieurs reprises. Et puis là, ça va être sur les Algériens, tiens donc, il y avait longtemps, qui va comparer à une armée d'occupation. Ça a quand même beaucoup de sens. Je te laisserai réagir dessus juste après. Mais une fois qu'on a dit cela, il faut essayer de tirer la première analyse de ce vol de bijoux. Vous avez dit vous-même, l'un des suspects arrêtés était un Algérien qui partait en Algérie. L'autre était un Malien. C'est pas encore confirmé, mais il y a des sources qui le disent. Vous savez, pendant la campagne présidentielle, j'avais étonné certaines personnes et même certains parmi mon entourage quand je parlais de djihad du quotidien. Eh bien, vous voyez, ce week-end, c'est exactement la preuve de ce que je vous dis. On pille les trésors de la France, on tue, c'est le procès de la Algérienne qui a violé et massacré la petite Lola. Je ne vous parle pas des trafiquants de drogue, je ne vous parle pas des harcèlements sexuels dans le métro. Attendez, tout ça, c'est des pillages, des vols, des viols, tout ce que fait une armée d'occupation. Alors, rebelote, comment expliquer la présence de Zemmour qui ne représente rien, il n'est pas élu, qu'est-ce qui fait que dans leur tête, en plus chez France Télévisions,
Qu'est-ce qui fait que dans leur tête, ils vont se dire, tiens, si on invitait Zemmour? Alors, je ne suis pas dans leur tête, mais ce que je pense, c'est qu'on a quelqu'un avec Zemmour qui est en train de préparer son retour pour la prochaine présidentielle, qu'il a plus ou moins annoncé, qui sort un bouquin. Donc, il y a évidemment une offensive médiatique qui fait qu'il va avoir, à partir de maintenant, service public ou non, ses entrées en interview un peu partout. Parce que, grosso modo, on est toujours sur un truc où si Zemmour commence à faire toutes ces interviews chez les concurrents, en fait, le service public aussi va se dire mais putain, pourquoi il n'était pas chez nous? Ils veulent le faire parler, et de toute façon, c'est quelqu'un qui existera pendant la campagne, qui se rapproche du RN ou qui ne se rapproche pas du RN. A priori, il ne s'en rapprochera pas. Et il faut qu'il parle chez nous, quoi. Il faudrait presque, je pense qu'il y a une partie de la réflexion journalistique qui est ces horreurs, il va les dire chez nous. Et après, les gens, ça peut créer un attrait pour une émission, pour un truc, pour l'audience, toujours. Et on va passer à un flop, ça va bien, Éric Zemmour, tiens, le nom que tu as donné. C'est racisme crasse. Oui, alors c'est un peu... j'aurais dû le reformuler, parce que ça sous-entendrait qu'il y a un racisme light, bio. Alors, tous les racismes sont crasses, bien évidemment, mais là, c'est quand même particulier. Parce que, en fait, tous ces médias-là, la mort d'un gamin, ils en ont rien à foutre. Strictement rien à foutre. Et je le dis vraiment de manière très mesurée. Ils s'en foutent, sauf si c'est les Arabes. Z apostrophe. Et quand c'est pas les Arabes, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une question quand même qu'ils doivent se poser. Et souvent, ils font machine arrière. Quand ils se rendent compte que c'est pas un Arabe qui est l'auteur d'un meurtre, ils font machine arrière, mais alors sans le dire. Ils effacent leurs tweets, ils effacent leurs messages, et puis ils traitent plus le sujet du tout. Comme quoi, et je le redis, la mort d'un gamin, ils en ont strictement rien à foutre si c'est pas pour déverser leur haine raciste. Alors, est ressorti 40 ans après l'affaire Grégory. Puisqu'il y a une mise en examen, je crois, en perspective, avec une histoire de lettres et de... Oui, de Corbeau, sa grande tante. Oui, c'est ça. Et donc, ça ressort parce que l'affaire Grégory, ça passionne apparemment les foules. C'est très étonnant. Enfin, ça fait partie du système. On se demande si c'est à force d'en parler que ça intéresse les gens ou si... voilà, bref. Mais en tout cas, on en parle beaucoup de nouveau. Ce qui ne va pas rajeunir. D'ailleurs, je lui fais un coucou, Daniel Schneiderman, dont c'est l'une des premières enquêtes de jeune journaliste qu'il était. Mais sauf que l'affaire Grégory, il n'y a toujours pas de les Arabes dedans. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de raccrocher les wagons d'une manière, mais absolument honteuse. Je vous laisse écouter. Combien d'affaires il y a eu depuis quelques années? Et je fais le parallèle avec l'affaire Grégory, qui a eu un retentissement énorme, parce que c'est un petit garçon, etc. Vous voyez où je veux en venir? On est en 2025, il y a 40 ans, on parlait de l'affaire Grégory, et aujourd'hui les affaires se succèdent, et notamment Lola, Philippines, etc. Quelque chose a changé dans notre société, Joseph Tounel. Alors, on a toujours les meurtres des enfants, c'est ce qui nous touche le plus, c'est le meurtre de l'innocence. C'est ceux qui sont normalement intouchables. C'est bien de cela dont il s'agit. Je suis de ceux qui gardent en mémoire l'image de ces deux enfants juifs assassinés par le Hamas. Parce que les enfants, ça me marque particulièrement. Les enfants Bibas. Oui, le parallèle que je fais. Je vois plutôt une évolution. C'est-à-dire qu'avant, avant, il y avait. Je connais pas le fond. Je connaîtrais sans doute jamais la vérité dans l'affaire Grégory. En revanche, moi, je connais la vérité dans l'affaire Philippines. Je connais la vérité dans l'affaire Lola. On connaît en tout cas une partie de vérité dans les attentats de Mulhouse, l'attentat de Mulhouse il y a quelques mois, Toulouse. Non, mais là, en tout cas, les exemples que j'ai pris, Lola, Philippines, Mulhouse, OQTF, à chaque fois c'est le même sujet. Donc il faut quand même le faire, Amira, de partir de l'affaire Grégory pour réussir à dire qu'aujourd'hui, en gros, leur discours, c'est de dire qu'aujourd'hui, Grégory aurait été assassiné par un Arabe. C'est quand même fort. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, ça meuble, ils savent plus comment trouver les angles, donc là ils vont sur leur terrain. Oui, mais c'est un terrain qui est quand même extrêmement glissant. C'est incompréhensible, c'est fou. Ouais, c'est complètement fou. Enfin bref, ça fait partie du lot des flops habituels, malheureusement. On se dit toujours qu'il n'y en aura pas de pire, et à chaque fois c'est... Ouais.
Celui-là aussi est pas mal d'ailleurs. Le flop passe-plat, c'est Pascal Praud avec son copain, encore lui, Zemmour. Eh ouais, encore, ça, c'est presque une spéciale Zemmour, dis donc. Les vieux potes. Ouais, ah oui, c'est plus que les vieux potes, parce que Pascal Praud, alors il avait déclaré sa flamme quasiment à Sarah Knafo, la fois dernière, je l'avais comparé à sa fiancée de CM2, en disant qu'elle était belle, brillante, machin, et puis tout en amoureux. C'était mignon d'ailleurs, hein, ça rendait Pascal Praud un peu plus humain. J'avais trouvé ça touchant. Alors bon, moi je serais Zemmour, j'aimerais pas. Hein. Mais bon, quand même, il n'est pas rancunier, les Zemmour. Et là, il avait aussi déclaré sa flamme intellectuelle. On va parler de sapio, de sentiments sapiosexuels. Il avait déclaré sa flamme à Zemmour en disant que c'était brillantissime, le meilleur journaliste de sa génération et compagnie. Et là, il va... Alors, pourquoi passe-plat ? Parce que là, il va carrément anticiper ses desiderata. Et puis, il va chuter par un truc complètement complotiste, comme quoi la classe politique sait, mais préfère taire cette information. Je vous laisse écouter. Oui, mais ce que vous dites au fond, c'est que l'immigration tue l'Europe. L'immigration... Je pense que l'immigration musulmane tue l'Europe. Oui. Mais je pense que je ne suis pas le seul à le penser désormais. Je pense que l'immigration musulmane est en train de remplacer le peuplement d'origine européen et chrétien, et qu'il va transformer l'Europe en une vaste contrée islamique. C'est d'ailleurs un projet qui est de plus en plus avoué. Nous avons, je crois, et c'est pour ça d'ailleurs, je pense que tous les partis politiques se trompent, je dis bien tous les partis politiques, parce qu'ils pensent que c'est une question d'intégration, de laïcité, d'économique, de social. Non, mais ils le savent. Je pense que tout ça, c'est une erreur. Ils le savent. Ah ben, ils ne le disent pas, en tout cas. Ils le savent, mais ils ne peuvent pas le dire. Et tout ça, comme à chaque fois, de manière totalement décomplexée. C'est formidable. Vraiment, je reconnais, je suis assez admiratif au final. Bravo Pascal Praud et Éric Zemmour. C'est ça, Moumou? On les félicite pour leur racisme. Ouais, mais je les enfin voilà, bref, je les aime beaucoup. Bon, c'est déjà la fin de tes flops, mais il y a quelque chose qui nous attend qui va être vraiment pas mal, c'est notre microscope, et cette fois-ci, c'est avec notre invité Pierre Millet-Belando. C'est tout de suite. Alors de retour sur l'œil de Moumou, on est donc au microscope avec toujours Moumou bien évidemment et notre invité Pierre Millet-Belando. Pierre, tu es journaliste, réalisateur, mais aussi écrivain parce que tu as écrit un livre, La Fabrique des News. Et en fait, quand on lit ce qu'il y a écrit derrière, ça nous parle de Guillaume. Oui. D'accord. Alors, je veux savoir, moi, Guillaume, c'est qui? C'est toi ou c'est un personnage fictif qui est journaliste? Guillaume, c'est grosso modo mon alter ego, surtout en début de récit. C'est un personnage basé sur moi, mais qui n'a pas du tout le même déroulé de carrière que moi. Parce que pour un souci de narration, j'avais besoin d'avoir un personnage qui s'ancrait totalement dans l'info en continu, sans la remettre en cause dans un premier temps, sans remettre en cause ce monde-là. Et moi, j'ai fait que 3 ans à BFM. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon expérience à BFM TV, qui a duré 3 ans, et mon expérience à C'est dans l'air sur France 5, qui est une autre façon de faire du news, de traiter l'actu. Et j'ai groupé tout ça dans une histoire qui se passe dans une chaîne fictive, News Télé. Et du coup, j'ai ce personnage de Guillaume qui, notamment, je pense que les 30 premières pages, c'est quasiment du mot pour mot ce que j'ai vécu, mais qui après, lui, vit sa carrière. Il est beaucoup plus successful que moi dans le monde de l'info en continu. Il est meilleur en direct, notamment. Mais voilà, du coup, c'est un alter ego fictionné. Et alors, Moumou, tu vas nous dire pourquoi tu avais envie de parler de ce livre. Je sais qu'il t'a beaucoup plu. Oui, alors parce que ça tombe pile dans le cadre de cette chronique de critique média. En plus, c'est écrit par un journaliste, ça aurait pu être écrit par un romancier, pardon de le dire comme ça, mais lambda, qui ne connaît pas le métier, mais qui a voulu s'y intéresser. Donc c'est pour moi, doublement intéressant. Et puis, il y a cette... Alors je rebondis sur la question d'Amira, c'est-à-dire la question de la désillusion. Qui est quand même un peu le fil conducteur. La désillusion, est-ce que c'est quelque chose... donc du coup, qui dit désillusion dit illusion. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu toi, puisque tu as fait une école de journalisme? Moi, j'ai eu la chance de ne pas en faire, on en reparlera. Est-ce qu'en école de journalisme, tu as senti chez tes camarades de jeu ces illusions de vouloir faire du reportage de terrain, peut-être du grand reportage, partir à l'étranger, ainsi de suite? Est-ce que vous idéalisiez la profession
à ce point-là? Je pense que c'est une profession qu'on idéalise par nature. Sans rentrer dans la formule toute faite du métier passion ou je ne sais quoi, c'est un métier, je pense, que moi j'adore. Quand il est bien fait, qui te prend par les tripes, qui te dit bah ouais, mine de rien, c'est pareil, c'est des formules, hein, mais j'ai envie d'aller rencontrer les gens, j'ai envie de voyager, j'ai envie de me confronter au terrain. Il y en a aussi qui ont un souci de faire de l'enquête, de se dire bah, tu parlais des hommes du président avant, d'aller dans le monde de la révélation, de tout ça. Et en fait, on a tous beaucoup d'illusions, et en même temps, il y a des choses qui se passe très positif. Tout n'est pas une désillusion. Moi, j'ai eu beaucoup de moments dans ma carrière, beaucoup de moments de désillusion. Ça, on les connaît tous, parce que le métier est beaucoup plus compliqué, il n'y a pas beaucoup de taf. On bosse dans des rédactions où on doit faire des compromis intellectuels très, très souvent. Mais il y a un point commun qu'on a tous quand on est content, c'est que des fois, on est sur le terrain et on se dit « Mais putain, je fais un métier merveilleux. Je suis là, je suis avec des gens que j'aurais jamais connus autrement. Je couvre un angle spécifique sur ce pays, sur cette région de France, sur cette problématique, et c'est formidable. » Donc on a des désillusions tout le temps, c'est hyper dur. Les gens font des reconversions, veulent devenir boulanger, d'autres trucs. Et en même temps, moi, je continuerai tant que je pourrai, parce que je pense que c'est un métier, je te l'ai dit, quand il est bien fait, qui est un métier incroyable. Si je comprends bien, Pierre, c'est un peu les chaînes d'infos en continu qui ont gâché le métier de journalisme. Je pense qu'il y avait des problèmes avant, mais l'info en continu est un énorme problème. Mais en fait, il y a un énorme problème journalistique, il y a un énorme problème démocratique aussi, puisque l'info en continu quand il rabâche des sondages, quand il rabâche des choses comme ça, change les votes des gens. C'est-à-dire qu'à force d'entendre que Mélenchon est mieux placé, quand on voulait voter Hamon, du coup on va aller voter pour Mélenchon, ou l'inverse, ou des choses comme ça. Et en fait, l'impact démocratique de ces chaînes-là est colossal. Et journalistiquement, c'est terrible, parce que ne serait-ce que dans le fonctionnement du métier de la télévision, donc à la base, il y a 5000 ans, la télé, c'était... il y avait un preneur de son, un caméraman, un machin, un truc. Maintenant, c'est avec son smartphone, on y va, c'est cheap, c'est l'usine. Puis maintenant, il y a le JRI qui fait tout finalement. Journaliste. Maintenant, tu as les JRI très qualifiés, tu as des JRI qui vont sur le terrain avec leur antenne sur le dos. Niveau santé, c'est un cauchemar. Et l'info continue par son rythme qu'elle impose, par les problématiques qu'elle veut aborder. On en reparlera, mais puisque le centre même de mon bouquin, c'est comment l'audience fait tout, en fait. L'info continue tire un peu tout ce petit monde vers le bas. Et surtout, je vais arrêter mon monologue là, mais on est dans un des pays qui a le plus de chaînes d'info continue du monde. Par rapport à la taille du pays, c'est fou d'en avoir autant. Pourquoi on a France Info qui a été créée, on ne sait pas trop. Maintenant, on a CNews d'extrême droite. On a BFM qui perd de l'audience, donc il ne sait plus du tout sur quel pied danser du moment que ça ramènera des gens. Et donc, du coup, il y a une cacophonie médiatique qui est terrible, qu'on voit les mêmes personnes de plateau en plateau, les mêmes problématiques abordées. C'est un vrai problème. Alors, ce que je me disais alors, en lisant ce roman graphique, d'ailleurs, pourquoi avoir choisi ce format particulier de roman graphique ? On va d'ailleurs peut-être voir une planche à l'antenne, à l'écran. Pourquoi ce choix du roman graphique et pas du roman tout court ? Ou de la BD d'ailleurs ? Parce que je ne me fais pas confiance pour écrire un roman. C'est très con, hein, mais je pense que je suis tellement... ça fait 12 ans que je fais de la télé, donc est-ce que je sais écrire ? Je ne sais pas. Et surtout, il y a un aspect hyper naturel pour moi dans la réflexion de la mise en image, qui est très similaire à ce que je fais en télé. C'est-à-dire que je vois dans ma tête le plan large, le plan serré, comment je construis une séquence, comment machin. Et du coup, pour moi, ça a été hyper naturel. Quand j'ai commencé à discuter notamment avec le dessinateur Mathieu Rouget, comment on met ça en image, moi c'est beaucoup plus naturel qu'un roman et puis surtout c'est une satire, donc il y a beaucoup d'humour. Parmi les fils rouges dans ce roman graphique, donc il y a à la fois alors c'est un petit peu opposé, il y a l'audimat dont tu parlais, la tyrannie de l'audimat, et puis Albert Londres. Alors, qui traduit, je ne veux pas extrapoler, mais qui traduit quand même cette volonté de vouloir faire son métier correctement. Et puis, on a l'impression
puisque tu parlais d'humour, on a l'impression que finalement l'humour fait aussi réfléchir. Et moi, j'ai réfléchi sur la question notamment des réseaux sociaux. Alors, il y a un passage, je crois, où il se fait chambrer parce qu'il avait mis sa première carte de presse sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vient pas... Il n'y a pas une course à l'échalote, c'est-à-dire qu'on fait de l'info en continu, mais en même temps, les moments où on pourrait respirer, faire autre chose et puis peut-être se cultiver, on va sur les réseaux sociaux et on est content aussi de faire de l'audimat sur les réseaux sociaux, d'avoir des followers, d'avoir des retweets et compagnie. Est-ce qu'on n'est pas dans une période où on se demande si c'est pas quelque chose d'infini, un peu comme un jour sans fin, et est-ce qu'aujourd'hui, un Guillaume peut sortir de ce truc infernal à la fois des réseaux sociaux et à la fois de l'info en continu avec les questions effectivement de d'audimat qui priment sur la qualité. Est-ce qu'on peut en sortir de ça ? En fait, il y a un truc avec la télé qui fausse pas mal de choses, qui fonctionne à mon avis pour l'info en continu et pour le JT, le machin, le truc. C'est un truc d'ego qui est de passer à la télé. C'est-à-dire que moi, à l'époque des attentats, j'avais fait pas mal de duplex. Il se trouve que j'ai jamais été très bon en duplex, tant mieux, puisque du coup, je suis parti. Mais c'est grisant. C'est grisant, on reçoit des textos, il y a une forme de reconnaissance. Il reçoit des messages régulièrement, ouais, que t'as été on bon, est là, bravo. Et en fait, moi, justement, avec la Fabrique des News, je voulais essayer d'expliquer ce qui se passe dans la tête des journalistes. Je ne voulais pas aborder la question des grands propriétaires de presse. Ça a déjà été fait. On est tous au courant de ce problème-là. Je voulais expliquer ce qui se passe dans la tête du petit soldat du journalisme, comme disait François Ruffin. En fait, le problème de la télé, c'est qu'une fois que tu passes à la télé, c'est tellement grisant que tu es dans une course. Tu veux le prochain, tu veux continuer à être à la mode, tu veux continuer à faire du terrain. Bon, c'est même plus du terrain parce que tu es devant une caméra, juste en extérieur. On t'a posé en extérieur et tu dis tes trucs. Donc en fait, la remise en cause, elle vient. Moi, elle est venue, la remise en cause, parce que je n'ai pas toujours été opposé à ce qui se passe dans l'info en continu. Ça a été le fait que j'étais plus ou moins nul à chier en direct, que du coup la chaîne a un peu moins compté sur moi pour ce genre de truc. Quand je me suis dit, mais attends, je suis où ? J'avais ça et ça comme rêve. Qu'est-ce que je fous là ? Et sans spoiler la fin du roman graphique, notre personnage finit par comprendre ça aussi. Mais ça passe par quelque part des moments où on a une opportunité d'élargir notre scope et de se dire mais putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Qu'est-ce que c'est que ce système ? Parce que moi, ce que je dis dedans, j'ai reçu un nombre incroyable de messages de journalistes, même qui y bossent. Là, sans faire du RMC Info, j'ai un peu dit tout haut ce que pas mal de journalistes pensent tout bas. C'est-à-dire que... C'est du Le Pen, ça. Je remets dans le contexte historique. N'est-ce pas ? Bravo. Merci. Donc, j'invente rien. Et cette remise en cause, j'aimerais aussi que les gens qui lisent ça se disent, mais en fait, dans ces robots de l'info, il y a un doux rêveur du départ qui avait envie d'autre chose et la télé fausse les choses. Tu défends un peu les journalistes, quoi. Tu nous défends un peu. Ouais, parfois, on oublie de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. C'est ça que tu essayes de dire. Ce que je veux dire, c'est que... là, j'ai été invité aux Assises du journalisme pour en parler et j'avais utilisé une formulation, donc je suis assez content, qui est que j'ai envie d'expliquer aux gens qui est la personne à qui ils ont envie de foutre une droite en manif avec son petit micro. Pourquoi il y a des gens à qui on a envie... Pourquoi aujourd'hui on tape sur les journalistes en manif ? Donc du coup, j'essaie d'expliquer qui sont ces gens-là. Donc c'est pas les défendre, c'est surtout se dire comment le système fait qu'en fait on se retrouve avec des soldats du journalisme, que la remise en cause est quasiment impossible, qu'en même temps on a des gens qui doivent vivre et qui participent à un système qui est catastrophique. Du coup, c'est essayer de mettre un peu de concret dans des oppositions qu'on peut avoir très théoriques à la formation continue. Quand on est pris dans les courses à l'audience, et ben en fait, au milieu, on a des journalistes qui, là-dedans, l'ego flatté par le fait de passer à la télé, par le texto de sa maman qui t'a vu à la télé, le truc. Et puis ils sont jeunes aussi, on parle de petits jeunes. Mais ils sont super jeunes. Tu sors d'école, t'as quel âge ? 22, 23 quand t'as fait ton bac plus 5 complètement. Et le gros malheur dont j'essaie de parler, c'est qu'on est dans un métier, surtout dans ce monde de l'info, qui est incapable de se remettre en cause. Et en fait, par exemple, quand on a un journaliste... Moi, je m'étais pris un coup en manif, notamment. J'étais là pour C'est dans l'air. C'est pas la pire des émissions. Au contraire, c'est encore une émission qui a ses problèmes d'éditorialiste aussi. Mais dans la culture du reportage, nous emmène encore sur le terrain, dans des dispositifs plutôt OK pour l'époque, quoi. Et moi, je me souviens d'un moment, je suis là, je fais mes petits trucs, et puis ça commence à bouillonner autour de moi, et je m'en prends une. On parle de l'époque des Gilets jaunes, là, non ? Ouais, c'est les Gilets jaunes. Et du coup...
Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de journalistes qui ont été violentés. Évidemment, moi, ça m'affole un peu, mais ce qui m'affole aussi beaucoup, c'est qu'on n'a pas le temps de se poser et de se dire, mais pourquoi, comment on en est arrivé là, en fait ? Parce qu'il y a des raisons. Et les gens, ils supportent plus qu'on ne parle que très peu des violences policières, des machins, des trucs, tu vois. Enfin, c'est les problématiques de l'époque des Gilets jaunes. Mais il faut essayer de comprendre comment on en arrive là. Par exemple, dans les Gilets jaunes, la rédaction de BFM, il y a eu des voix qui se sont levées contre le traitement de l'information, contre tout ça. Donc en fait, elle existe, cette petite protestation chez les journalistes. Mais elle est tuée par l'immédiateté. Alors justement, 2 questions par rapport à ça qui me viennent à l'esprit. C'est la question de l'école de journalisme. Est-ce qu'il n'y a pas un fort risque, surtout qu'il va y avoir en plus le rachat de certaines écoles par les groupes, Bolloré et autres. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de formatage, d'une part de formatage, ça veut dire d'acceptation de cette formule, de ces choses-là. Et puis, quand un jeune Guillaume débarque, il est notamment présenté à l'encadrement. Est-ce que l'encadrement, il n'y a pas ce jeu un peu pervers d'un encadrement qui a tout intérêt à ce que ça continue comme ça et qui est blasé. Enfin, il y a certains personnages qu'on sent complètement blasés dans ce roman. Est-ce qu'il n'y a pas ce truc-là où on arrive exalté et puis finalement les anciens vous expliquent que non, assieds-toi en gros sur tes trucs et puis fais ce qu'on te demande et basta. Moi, je peux parler de ce que j'ai vécu à l'école de Lille. L'aspect formatage, il existe de toute façon, parce qu'il y a une réalité aussi qui est qu'en fait, l'école, elle est là pour mettre des gens sur le marché du travail. Et par exemple, en télé, on parle beaucoup de l'histoire de la voix. Il est 14h hier, ils ont tous la même voix. Donc l'école, elle nous forme à ça, parce que le travail, il est là. Par contre, moi, ce que je remarque, c'est qu'un bouquin comme le mien, qui picote les écoles, qui picote le monde du journalisme, je suis invité dans les écoles de journalisme pour en parler. Moi, on m'a toujours invité à l'esprit critique quand j'étais à l'ESJ. Et ça n'enlève rien au fait qu'il y a des... Ouais, on brasse un peu les étudiants, il faut s'adapter, que les profils atypiques, peut-être qu'ils sont un peu plus à côté et tout. Sauf que moi, j'ai eu des profils atypiques dans ma promotion. Moi, je suis tout sauf atypique. Moi, je suis le mec moyen, j'ai fait mon école, je suis allé à BFM après, très bien. Mais j'en avais qui voulaient faire du doc après et qui ont été très encouragés par l'école. Attention aux simplifications là-dessus aussi, même si il y a des réalités du métier qui font que l'école, voilà, elle est là pour nous former, pour machin, pour truc. Il se trouve que dans mon école à moi, qui je pense est plutôt pas mal, il y avait un encouragement à la réflexion au collectif, c'est-à-dire on nous faisait faire notre magazine, on nous faisait faire notre truc, et notre magazine, c'est nous qui choisissions la thématique. On avait choisi à l'époque l'utopie, donc c'était déjà un signe, mais voilà, j'aurais du mal à taper dessus. Je dis pas taper dessus, mais les grands noms, les grands noms de la. Alors moi, je suis très branché radio, mais les grands noms de la radio, par exemple, ou même de la télévision, je pense à Frédéric Potcher, par exemple, l'ancien chroniqueur judiciaire, l'historique chroniqueur judiciaire. Tous les grands noms de la télé et de la radio, par exemple, avaient leur propre voix, leur propre intonation. On les reconnaissait tout de suite. On ouvrait le poste de TSF, on les reconnaissait tout de suite. Oui, c'est vrai. Quel est l'intérêt d'apprendre à des gens à parler comme ça? Quel est l'intérêt de parce que quand je dis formater, c'est pas seulement une formule. Ça veut dire qu'on enlève l'individualité, l'originalité, pour en faire un truc complètement monocorde à la con, qu'on peut interchanger les gens sur France Info ou M6, on peut les interchanger. Non, tu reconnais. Moi, si tu me fermes les yeux et que tu me fais un petit test, je peux te dire qui est à M6, qui est à France Non, qui est à machin. Je parle des voix off, notamment sur les reportages. Ouais, bien sûr. On a l'impression d'avoir absolument affaire à la même chaîne ou à la même radio. Le vague argument qu'il y a, c'est que la mission d'information est qu'on soit compris tout de suite. Donc, c'est-à-dire que si tu commences à faire un reportage et que tu as un accent, par exemple, du Sud-Ouest, celui qui nous regarde va se dire c'est un mec du Sud-Ouest qui fait le reportage, et l'info ne passe pas directement. Donc je pense que c'est l'argument de la standardisation des lois. C'est limite raciste. Enfin, je veux dire, quand j'entends débat roulé, par exemple, qui est de Saint-Étienne ou de Lyon, débat roulé, je sais que je suis sur France Bleu. Enfin, maintenant ici, putain, ils changent les noms en plus. Ici, Saint-Étienne-Loire, mais je suis content. Je me dis que je voyage en fait, et puis quand j'entends des accents du Sud-Ouest, moi ça me fait plaisir. Le fait d'uniformiser à ce point-là
les voix, ça raconte quelque chose. Ça raconte qu'on veut avoir les mêmes petits soldats. Oui, qu'on veut. Mais tout ce que dit Ruffin dans son bouquin est hyper intéressant. Si vous l'avez pas lu ou si les téléspectateurs l'ont pas lu, il faut absolument le lire. Ces voix-là, c'est la voix lambda qui trouvera du taf après. Donc, si tu as une voix, si tu as ta voix qui est casable facilement à France 2 ou à M6, tu trouveras du taf. Mais oui, ça, je trouve ça d'une tristesse inouïe. Mais ils s'en sont plaints. D'ailleurs, il y a une note du SNJ de France Télévisions qui soulève notamment la problématique de l'uniformisation encore plus qu'avant des voix des journalistes aux 13h et aux 20h. Et c'est vrai que même aux 13h et 20h, il y a toujours eu des petites voix qu'on reconnaissait, des tonalités, oui, bien sûr, mais ça existe de moins en moins. Moumou, tu parlais des écoles de journalisme. Je pense qu'il ne faut vraiment pas toutes les mettre dans le même sac. On a l'UAJ de Lille, par exemple, école publique, a déjà fait ses preuves. Et puis il y a les écoles privées, c'est des boîtes à fric. Tu payes 6 000 € l'année et finalement, tu payes que la convention de stage. Il n'y a même pas de cours. Il faut vraiment faire la différence. En fait, moi je suis entièrement d'accord sur le formatage. Mais ce que j'ai vécu... J'ai vu des mains tendues vers des profils atypiques dans l'école. J'ai vu des encouragements à réfléchir autrement. J'ai vu des trucs super positifs. Mais ça reste une école et comme toutes les écoles, il y a un petit aspect de formatage. Et en effet, je pense que c'est pas partout pareil. Oui, voilà. Il n'y a pas toutes les mêmes chaînes de télé, pas bien sûr. toutes les mêmes écoles. Je rassure, pour terminer, je laisserai le mot de la fin si tu le souhaites, bien sûr, chère Amira. Je rassure sur le fait qu'on ne sort pas déprimé de la lecture de ce roman. Non, mais je le dis parce qu'on pourrait avoir cette impression-là de désillusion, notamment. Alors, on ne dévoile évidemment pas ni le point de bascule, ni la fin. Est-ce qu'il y aura une suite ? Est-ce que tu envisages ? Parce que ça m'a titillé. C'était en discussion avec la maison d'édition. Voilà. Je ne sais pas si ça va se faire, mais je voulais faire une suite sur le métier de la correspondance à l'étranger. Toujours pareil, à hauteur j'aime bien me qualifier de mec moyen, mais c'est-à-dire pas reporter de guerre, pas machin, de ce que j'ai vécu moi quand je suis parti à l'étranger. Essayer de raconter les galères, pareil, les rédacs qui coupent les coups, qui demandent toujours plus de trucs. Moi, quand j'étais aux États-Unis et que Trump venait de gagner... Non, j'étais au Canada, Trump venait de gagner, et j'ai une rédac qui m'appelle trouve-nous un Américain qui la liste de courses insupportable qu'on vit quand on est correspondant à l'étranger. Donc je ne sais pas si ça se fera. J'aimerais beaucoup que ça se fasse. Mais j'ai encore plein de trucs à dire sur le journalisme. Et c'est vrai que, comme tu dis, moi je le vois vraiment comme une déclaration d'amour. Une fois dans une de tes émissions, je t'ai entendu dire que pour toi le journalisme c'était le terrain. Ah bon ? Ah oui, oui et non. Non, je faisais allusion aux éditocrates. C'est-à-dire que je demandais simplement, lorsque par exemple Laurent Geoffrin, pour ne pas le citer, ou Gisberg, lorsqu'ils sortaient une connerie qui démarrait par « Les Français pensent que », posez-vous simplement la question, et là je parlais aux téléspectateurs et aux internautes, je leur disais, demandez-vous simplement à quand remonte leur dernier reportage de terrain, leur dernière enquête, leur dernière investigation, leur dernière révélation. Et en fait, ça n'existe pas, c'était il y a 25 ans, 30 ans. C'est juste, et pareil pour Pascal Praud. Je ne disais que ça. Très bien. Voilà. Tu ne juges pas. Pardon ? Tu ne juges pas. Non, je demande la légitimité. Quelle légitimité ? Alors, je reprends là-dessus. Voilà, moi je le vois comme une déclaration d'amour au journalisme de terrain. Parce qu'en fait, c'est ça qui est un peu la rédemption de mon personnage, c'est quand il commence à faire du terrain. C'est un métier qui est incroyable, qui est formidable. Une fois de plus, je serais incapable de dire à mon fils, s'il me demande « Papa, est-ce que je vais être journaliste ?», de lui dire « Non, le fais pas, c'est pour les cons ». Si tu le fais bien, c'est incroyable comme métier. C'est merveilleux. L'information, pouvoir apporter des arguments sur ce qui se passe aux gens, leur montrer la réalité, tendre son micro, ne pas se filmer en train de tendre le micro. Ça aussi, je le raconte. Moi, le nouveau journalisme de regardez, je suis à tel endroit, tous ces trucs, moi, ça me rend ouf. Moi aussi. Je viens d'une génération, putain, j'ai 35 ans, je parle d'une génération, mais j'ai 35 ans. Pour moi, le reportage, c'est disparaître, filmer, les gens font leur truc. Et en fait, moi, c'est ça mon unique message. Remettons en cause l'information continue, réfléchissons collectivement à comment on peut essayer d'arranger les choses. Après, moi, je suis très pessimiste là-dessus. J'ai l'impression que c'est déjà trop tard. Je vois pas comment on peut sortir de ce merdier de l'information continue. Mais ce métier, par des nouveaux moyens, peut rester un putain de métier formidable. En ayant toujours, et ce sera le mot de la fin pour moi, en ayant toujours en tête que la star, c'est l'info et pas... c'est les gens c'est les gens, c'est l'information, le cœur de l'information et pas nos petites tronches de l'informateur. De journalistes. Amira.
Eh ben, c'est la fin de cette émission. Franchement, je vais pas dire mieux que ce que tu viens de dire, Moumou. Merci. C'est très gentil. Merci à toi pour cette émission, toujours aussi intéressante. Merci à Pierre. Merci pour l'invitation. Et surtout, merci à Pierre Millet-Bellando. Je vous invite vraiment à lire son livre « La fabrique des news ». C'est un roman graphique et je rappelle la maison d'édition Steinkiss. Merci à toi, Pierre. Merci beaucoup. Moumou, et toi, tu as encore 2 coups de cœur, il me semble. C'est ça ? Oui. Alors, la semaine dernière, je recevais dans une spéciale, Aymeric Caron, et puis on avait fait, pour déconner, un petit teaser où je donnais une liste d'invités avec Aymeric Caron, faussement, évidemment, c'était un sketch, tous les gens du printemps républicain, et puis Aymeric prenait sa veste en jean et se barrait en me disant « Salut Moumou, en gros, je participe pas à ce cirque-là ». Sauf que ça a été pris par énormément d'internautes, parce que ça m'a même surpris, ça nous a surpris, par énormément d'internautes au premier degré. Et donc, alors ça prouve qu'on est des bons acteurs quand même. Alors, la quintessence, ça a été Média Masqué qui a reconnu s'être complètement planté et qui a fait un magnifique mea culpa sur sa chaîne YouTube. Donc, Média Masqué, M-A-S-K-E. Je vous laisse regarder l'extrait, c'est magnifique. Et je le remercie vivement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, comme tous les jours, on va faire le tour de l'actualité ensemble. Mais avant de commencer, j'ai pas le choix. Je n'ai vraiment pas le choix. Il est venu le temps pour moi de demander des excuses. Et oui, parce que hier, j'ai fait une grosse erreur. J'ai fauté, j'ai gaffé. J'ai fait une boulette, comme on dit dans le métier. À la boulette. En gros, pour vous expliquer ce que j'ai fait, Mourad Guichard, dit Moumou, de l'émission L'œil de Moumou, a fait une blague avec Aymeric Caron. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce spécial L'œil de Moumou qui va traiter aujourd'hui de l'islamo-gauchisme. Kesako, nous allons en parler avec vous. Aymeric Caron, merci d'avoir accepté cette invitation. Il y aura une deuxième partie à laquelle vous êtes évidemment conviés. On recevra notamment, alors c'est des têtes d'affiche vraiment assez exceptionnelles pour une fois, c'est une spéciale. Il y a Raphaël Enthoven, Pierre-Louis Forest, Céline Pina, Rachel Kahn et Alain Finkielkraut qui, je crois, est dans le taxi. Ce sera sur témoignage, être de gauche et islamophobe. Comment concilier les deux? C'est nous. Et comme moi, je ne connaissais pas Moumou, je suis tombé dedans. Incroyable! Ils ont fait une blague qu'il fallait lire au 3e degré. Je les ai pris au 1er degré et je leur ai répondu au 3e degré. Mais bon, ceci étant dit, rien ne peut m'excuser. Non, rien ne peut m'excuser. Après avoir constaté à quel point vous étiez unanime pour me dire que Moumou était génial, j'ai passé la soirée d'hier à regarder ses chroniques, L'œil de Moumou. Et vous savez quoi? Putain, mais c'est vrai, il est génial. Non mais j'aurais pas pu attaquer pire que Moumou, c'est le GOAT. Et si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller regarder ses chroniques. Elles sont d'une qualité incroyable. Oui, je lui fais de la pub. Alors comme je dis à chaque fois, on a tous le droit à l'erreur, mais voilà, tant qu'on fait un mea culpa, c'est tout à fait sympathique et humain. L'autre chose, je voulais vous inviter au salon d'art contemporain qui aura lieu passage Choiseul, c'est 50 artistes, dont Laura Dany, dont on a parlé ici, une artiste que j'adore. Le vernissage aura lieu le 4 novembre et c'est au Cinco, C-I-N-K-O, c'est du 3 au 8 novembre à Paris et c'est organisé par le collectif Mon Expo. Voilà pour mes 2 derniers coups de cœur après ce grand coup de cœur pour Pierre et son œuvre et son art, bien évidemment. Et d'ailleurs, Pierre, toi, tu aurais un coup de cœur de cette semaine ou pas? Mon coup de cœur, pour redorer un peu le blason du service public quand même, complément d'enquête sur Sarkozy. Sur tout ce qui a été manigancé à l'époque c'est anglais sur le revirement de Takedine qui tout à coup dit à Paris Match que enfin bon, vous voyez tous de quoi je parle. Super complément d'enquête, une émission qui pour le coup incarne plutôt pas mal le 4e pouvoir et une belle interview de fin où Tristan Valex, le journaliste, a bien balancé ses arguments. Alors on ira voir ça, c'est forcément mieux que l'émission spéciale qu'ils avaient fait sur Hanouna, qui était une véritable catastrophe, un véritable naufrage. On est d'accord. Merci. Et Mourad, c'est le moment des remerciements. Ah, c'est mon moment préféré de la chronique, après l'interview de Pierre, bien évidemment, il va se fâcher encore. Alors, ils vont à Jess de Clichy, à Morande de Montreuil. Alors, je dis à Morande de Montreuil, je le rassure, parce qu'on grâce à lui, un papy, mais vraiment un papy très très âgé, a retrouvé son chemin, parce qu'il était complètement paumé, et j'ai passé 20 minutes à essayer de retrouver la rue dans laquelle il souhaitait aller, parce qu'il ne s'en rappelait plus du tout, il avait un peu perdu ses repères, et donc voilà, je rassure Morande.
le papy a bien retrouvé son chemin. Philippe également de Montreuil et sa patronne Sazi, ainsi qu'Olivier Fischerman de Montreuil, lui aussi. Et je vous laisse regarder à quoi il ressemble. C'est adorable. Je les ai croisés un soir et ils ont fait cette très très courte vidéo. Coucou l'œil de Moumou. Il y a également Sarah de Lille qui demande des chroniques de 3 heures. Alors, je ne sais pas si on tiendra le coup, mais bon, elle a demandé officiellement auprès de la direction. Il y a Egilde I81 également. Il y a Shérif de Saint-Jean-le-Blanc qui travaille au restaurant Courte Paille, que j'ai croisé récemment et qui est un fan de l'émission également. Et Pierre Smaïn du Kremlin Bicêtre, ainsi que Sarah qui nous fait la joie, le bonheur et le plaisir d'être parmi nous. Et le dernier remerciement va aller à François qui habite en Italie. Et je vais demander à Sarah de me passer un petit accessoire. Et je vais demander à Mira et Pierre d'ailleurs, à qui ça vous fait penser quand je mets l'écharpe? Christophe Barbier. Un barbier, sauf que c'est pas rouge. Le barbier vert. Perdu. Je suis en fait la réincarnation ou l'incarnation de quelqu'un qui habite en Italie qui s'appelle François. Ça vous dit rien? Et oui, tout simplement le pape Léon. Faut quand même le faire, hein. On n'aura pas mieux. Franchement, Léon, si tu nous regardes. Papillon, si tu nous regardes. Hein. Merci aussi à tous ceux que tu as remerciés, à tous ceux qui nous regardent et qui sont fidèles chaque semaine. Oui, vous l'aurez compris, on revient la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'œil de Moumou. En attendant, excellente suite des programmes sur le média et à bientôt.